Flash info, Nicolas Sarkozy vient d'être libéré aujourd'hui, lundi 10 à 14h. Et là, on le voit sortir de la prison de la Santé. Bref, 3 semaines, est-ce que vous trouvez que c'était normal ? Après 4 jours de procès, il retourne en prison. Julien P. est un ancien policier de la brigade des mineurs de Marseille. Entre 2014 et 2017, Gérald Darmanin est maire de la ville de Tourcoing dans le Nord. Il est sollicité par une habitante qui souhaite être relogée. Il lui aurait alors répondu par des avances à caractère sexuel. Ce dont on s'est rendu compte, c'est que les gens ignorent la réalité de ce qui se passe à l'intérieur d'une prison. Un client qui a eu la chance effectivement d'être remis en liberté est venu m'expliquer un certain nombre de choses et notamment la violence qui pullule au sein d'un établissement pénitentiaire. Je suis propriétaire et je suis fonctionnaire alors ta gueule! Bienvenue dans le Point Info de 94 degrés à l'ombre. L'émission diffusée chaque dimanche sur les ondes rennaises dans le but de lutter contre toute réforme d'enfermement. Actualité carcérale, textes, témoignages, discussions politiques. Cette seconde partie met en lumière les violences de la privation de liberté. Participe toi aussi à l'émission en nous contactant par mail au 94 degrés à l'ombre @protonmail.com, par téléphone au 02 99 52 77 66 ou sur la page Facebook de l'émission 94 degrés à l'ombre. Si tu veux te joindre aux luttes anticarcérales, tu es le bienvenu dans les studios de Canal B, tous les dimanches de midi à 14h. Retrouve ce point info sur les plateformes comme Spotify, YouTube, Deezer et bien plus encore. Et écoute l'intégralité de notre émission sur canalb.fr dans laquelle nous diffusons des dédicaces entre des personnes détenues et leurs proches. Bonne écoute à toutes et à tous. Salut tout le monde. Bonjour, bienvenue à la radio 94 degrés à l'ombre. C'est Sauterelle. Et c'est Oscar. Aujourd'hui, je pense que vous avez remarqué que ça fait plusieurs semaines qu'on n'est pas venu. On vous en dira un peu plus la semaine prochaine, mais on est en pause jusqu'à septembre sans doute, parce qu'on n'est plus assez nombreux, on n'a plus l'énergie de faire l'émission toutes les semaines. Mais aujourd'hui, on vous retrouve pour une émission sans dédicace. On est désolé, mais on reçoit des gens super quand même. Voilà, mais du coup, avant de vous les présenter, je pense qu'on peut vous dire qu'on pense fort à vous et qu'on vous envoie plein de force. Voilà. Fuck le reps, crève la tôle. Donc aujourd'hui, on est avec Horizon Palestine. Déjà, je ne sais pas si vous voulez dire vos prénoms. Bonjour, moi c'est Lucie. Salut, moi c'est Kamal. Salut, moi c'est Camille. Est-ce qu'il y a un de vous qui veut présenter votre collectif ? Oui, alors j'ai pris la tâche. Donc pour comprendre ce qu'est Horizon Palestine, il faut remonter un tout petit peu en arrière. En 2018, à ce moment-là, à Gaza, sous blocus depuis plus de 10 ans, les Palestiniens et Palestiniennes, ils se mobilisent tous les vendredis dans ce qu'on a appelé les marches du retour. Et ces manifestations, elles se font sous des tirs nourris de l'armée israélienne, qui feront des dizaines de morts, des centaines de blessés et de mutilés. C'est aussi l'année où Israël va officiellement voter une loi qui définit le pays comme l'État-nation du peuple juif et qui participe à la politique d'apartheid contre la Palestine. Et nous, on a créé Horizon Palestine cette année-là. On voulait renouer avec une centralité palestinienne dont les voix n'étaient pas suffisamment accessibles pour nous. C'était agir à notre échelle à Rennes, dans un groupe restreint, en lien et en complémentarité aussi avec les autres groupes mobilisés sur le sujet qui existaient déjà sur le terrain à Rennes. Pour nous, il y avait une volonté politique claire aussi. Horizon Palestine, on se positionne sur une ligne décoloniale, antiraciste et féministe. Et surtout, on met au centre le récit palestinien. C'est-à-dire l'histoire, la culture, les luttes, les savoirs, les figures palestiniennes dans toute leur richesse et leur diversité, qu'elles soient anciennes ou contemporaines. L'idée, c'est de sortir d'une vision uniquement compassionnelle, ne pas réduire les Palestiniens et les Palestiniennes à des victimes passives, dépendantes d'une solidarité extérieure, mais au contraire reconnaître un peuple qui lutte, qui résiste,
qui produit du savoir et de la culture depuis toujours. Et dans cette logique, un des moyens pour nous d'action important, c'était de rejoindre la campagne BDS, Boycott des investissements sanctions, qui est une campagne internationale à l'initiative des Palestiniens et des Palestiniennes et qui vise à faire pression pour le respect des droits du peuple palestinien. Et justement, les revendications portées, elles sont assez claires. Il s'agit de mettre fin à la colonisation et à l'apartheid, de défendre le droit au retour des réfugiés, d'exiger la libération des prisonniers et prisonnières, et plus largement de reconnaître le droit à l'autodétermination du peuple palestinien et à toutes les formes de résistance. Donc, depuis sa création en 2018, Horizon Palestine a développé toutes sortes d'actions. Ça passe par des formations, des projections, des conférences, mais aussi des rassemblements, des manifestations, des ateliers ou encore des cafés-discussions. Et puis il y a aussi des actions de boycott qu'on a menées de manière autonome ou en lien avec d'autres collectifs. Donc voilà, Horizon Palestine, c'est à la fois un espace d'organisation, de réflexion et d'action qui cherche à faire vivre une solidarité politique ancrée et surtout redonner toute sa place à la voix et aux luttes palestiniennes. Super, merci beaucoup. Et je me rends compte que je ne l'ai pas dit, mais on vous reçoit aujourd'hui pour parler des prisons, des prisonniers palestiniens en Israël, notamment. Ouais, que nous on appellera l'État colonial. Ouais, vous l'expliquez justement dans la petite introduction qu'on va écouter tout de suite. Nous sommes le 20 avril 1936 en Palestine. À Naplouse, une grève générale est déclarée par le Comité national arabe et sera ininterrompue pendant 6 mois. En quelques jours, elle s'étend à Haïfa, Jenin, Tulkarem et Jérusalem. La grève s'accompagne d'insurrections armées, de sabotage de pipelines, d'attaques de colonies juives et de grandes manifestations contre l'accélération de la colonisation sioniste. Une colonisation appuyée par les Britanniques qui, à cette époque, administrent encore le territoire. Mais cette révolte, c'est surtout la naissance d'un sentiment d'appartenance à une même identité nationale, l'identité palestinienne. Petit arrêt sémantique. Déjà, de quoi parlons-nous en utilisant les termes de sioniste et d'État sioniste plutôt que de parler d'Israël et des Israéliens? Le sionisme, c'est le courant idéologique qui œuvre à la création d'un foyer national juif. Ce projet, initialement laïque, mais qui a tout de suite instrumentalisé le religieux, il est défendu par ceux et celles qu'on appelle les sionistes. Ils peuvent être juifs, mais aussi chrétiens, comme les évangélistes aux États-Unis, ou même laïcs. Autre terme important. Avant 1936, on ne parle pas encore de Palestiniens et de Palestiniennes, mais plutôt d'Arabes de Palestine. Cela ne présumant rien sur leur religion. Au milieu du 19e siècle, donc avant le début de la colonisation, 85% de la population était musulmane ou druze, 11% chrétienne et 4% étaient juives. Et tous sont des Arabes, car ils partagent une culture commune et parlent les mêmes langues. Le début de l'immigration juive commence fin du 19e siècle et n'est pas le fruit du hasard. Elle résulte de la persécution des Juifs qui fait rage en Occident, doublée de l'idéologie nationaliste, le sionisme donc, qui incite les Juifs et Juives à immigrer en Palestine et qui ne se cache pas de l'instrumentaliser sur des bases coloniales. À la fin du 19e siècle, l'histoire du sionisme est une succession d'événements servant à la colonisation par le vol de terre et le massacre des Palestiniens et des Palestiniennes, comme lors de la Nakba en 1948, ce qui veut dire catastrophe en arabe, où 750 000 Palestiniens ont été forcés à l'exode pour fuir les massacres, et des centaines de leurs villages ont été détruits. D'ailleurs, on parle de Nakba continue, puisque la colonisation et l'expulsion des Palestiniens et des Palestiniennes par l'État sioniste ne s'est jamais vraiment arrêtée. Comme en 1967, où la victoire militaire sioniste lors de la guerre des 6 jours a à nouveau obligé des centaines de milliers de Palestiniens à fuir face aux exactions de l'armée sioniste. Ce projet colonial n'a donc existé que grâce à la coopération occidentale et à la force militaire. D'ailleurs, il n'est pas rare d'entendre ironiquement qu'Israël n'est pas un État qui possède une armée, mais bien une armée qui possède un État. En plus d'un siècle, cette colonisation a totalement fracturé la Palestine. La fracture est territoriale, elle est sociale et elle est politique. Pour la fracture territoriale, la colonisation sioniste a morcelé le territoire et a isolé petit à petit les villages palestiniens, interdisant certaines routes aux Palestiniens, mais pas aux Israéliens, et dressant de gigantesques murs illégalement, comme le mur de l'apartheid en Cisjordanie, long de 700 km, empêchant la libre circulation des Palestiniens. La fracture est aussi sociale. Des centaines de villages ont été complètement rasés, et l'énorme majorité des Palestiniens sont des réfugiés, parfois depuis plusieurs générations. Pour la moitié, ils le sont dans leur propre pays, et vivent dans des camps de réfugiés. Pour l'autre moitié, ils ont été déplacés principalement dans les pays voisins, au Liban, en Jordanie et en Syrie,
ou dans une moindre mesure aux États-Unis, dans d'autres pays arabes ou en Europe. Tous ces réfugiés ont en théorie le droit de revenir vivre dans leur ville ou village. Cela s'appelle le droit au retour, comme le garantit la résolution 194 de l'ONU. En dernier lieu, c'est une fracture politique. La naissance d'un État palestinien, et par-delà même l'existence des Palestiniens et Palestiniennes, est rendue impossible par la politique de l'État sioniste. Une politique de colonisation continue et de loi d'apartheid basée sur un racisme anti-palestinien, les discriminant au quotidien. Mais devant chacune de ces fractures, la résistance des Palestiniens fait partie intégrante de l'histoire, jusque dans les détails du quotidien. Il y a même un mot pour rendre honneur à cette résistance qui persiste, c'est le soumoud. Ce mot est indéfinissable en français. C'est un mélange de persévérance, d'attitude défiant la colonisation et de soins mutuels pour continuer à résister. C'est dans ce contexte que cette émission prend place, avec pour thème les prisons de l'occupation et ses prisonniers-prisonnières. Car dans cette longue histoire de la résistance à l'occupation, la prison est devenue un endroit central de la répression, mais aussi de la lutte pour la dignité. Et l'enfermement touche tous les Palestiniens. C'est ce dont nous allons vous parler cette prochaine heure. Donc pour continuer, déjà, je vais vous demander pourquoi vous êtes venu ici pour parler des prisonniers et en quoi c'est important et puis c'est quoi l'actualité qui est autour de ça en ce moment. Eh ben, pour plusieurs raisons. Déjà, on est venu parce que le 17 avril, c'est la journée internationale des prisonniers et prisonnières et donc politiques et donc des Palestiniens aussi. Et du coup, ça va être un moment un peu charnière pour parler de ce qui se passe là-bas aussi. Et parce que la prison, c'est quelque chose, en Palestine, quelque chose de central dans le processus de colonisation qu'essaie de mettre en place l'État sioniste. Notamment, depuis les années 50-60, il y a un enfermement de masse des Palestiniens et des Palestiniennes. Là, on estime que ces dernières décennies, c'est 40% des hommes et des garçons qui sont passés par la prison. Et du coup, voilà, avec tous les mauvais traitements qui y sont associés, évidemment. Et du coup, l'idée, c'est de casser la résistance par la répression. Mais du coup, c'est un endroit de répression, mais c'est aussi un endroit de résistance. Il y a beaucoup de résistance qui se passe en détention. Et ça s'organise à l'intérieur pour essayer de combattre l'État sioniste, tout simplement, et pour essayer pour leur dignité, pour essayer de limiter la colonisation et de la vaincre. Et du coup, voilà, c'est un peu pour toutes ces raisons qu'on va vous parler prison là, ces prochains 3 quarts d'heure. Ok. Mais du coup, là, notamment tous ces hommes qui passent dans les prisons, sous quel motif ils sont emprisonnés en fait ? C'est quoi les justifications ? Principalement, il n'y en a pas, à part celle d'être palestiniens, effectivement. Alors, ils ne sont pas nommés palestiniens par l'État colonial, ils sont nommés terroristes. À des différentes époques, ils étaient nommés arabes. Mais l'enjeu dans le récit colonial, c'est de tenir absolument le fait que cette terre est à eux et que ce peuple n'existe pas. Donc tout est finalement, toutes les politiques et toutes les pratiques de l'armée et de la police sont ancrées sur cette trajectoire-là de l'effacement du peuple palestinien. Et la prison fait partie des outils assez efficaces pour le faire. Donc, ce qui fait les arrestations, ça va être le soupçon de faire partie d'un parti politique ou d'une branche armée d'un parti politique. Ça va être d'être activement ou passivement participatif à une manifestation contre l'occupation et la colonisation. Ça va être d'être participant, membre d'une association de lutte contre l'occupation ou de la colonisation, donc ce à quoi ont affaire tous les Palestiniens et Palestiniennes. Et en fait, l'État colonial, il a interdit tous les partis politiques palestiniens. Donc ils sont tous considérés illégaux du point de vue de l'État colonial.
Ce qui, de fait, justifie pour eux la moindre arrestation au profit d'un soupçon d'être membre actif de telle ou telle organisation. Sauf que, au fur et à mesure des années, ils ont aussi élargi ces interdictions d'organisation à des ONG, dont des ONG qui soutenaient aussi les droits fondamentaux des Palestiniens et des Palestiniennes, hein, que ce soit les droits pour les personnes LGBT, que ce soit les droits des prisonniers, que ce soit les droits des paysans, dans tous les registres de la société palestinienne. Donc tout fait intérêt à arrestation. Et puis ça peut être aussi une entrée illégale en Israël. C'est-à-dire que les frontières font que pour passer de ce qui est vu comme la ligne verte, donc la ligne qui sépare les frontières d'Israël à celles de la Palestine, il faut une autorisation. C'est comme si vous alliez à l'étranger. Donc il faut une autorisation administrative demandée à l'État colonial qui l'accorde ou pas. Sauf que pour les Palestiniens et Palestiniennes qui ont besoin soit de visiter quelqu'un dans un hôpital, soit d'aller travailler, soit d'avoir accès à leur famille, puisque certains vivent aussi à l'intérieur des frontières, il faut une autorisation. Et quand ils ne l'ont pas, ils trouvent des moyens de passer le mur, puisqu'il y a le mur de l'apartheid qui fait 700 km. Et du coup, ils essayent de passer cette frontière-là en prenant tous les risques, forcément, de se retrouver arrêtés par l'armée ou par la police israélienne et de se retrouver, du coup, au mieux renvoyés dans leur village, au pire incarcérés. Oui, parce qu'on peut peut-être rajouter que cette colonisation de peuplement sioniste, une de ses stratégies, c'est de diviser le peuple palestinien. Même les familles palestiniennes, pour se voir, c'est plus possible. C'est comment on appelle ça c'est comme une peau de léopard. De léopard. Je sais pas si le territoire morcelé, tu veux dire. Hein, le territoire est morcelé. Ouais, complètement morcelé, quoi. Ouais. Donc c'est une stratégie aussi coloniale, quoi. Moi, je me demandais, il n'y a pas de procès justement avant que les gens aillent en prison? Alors, des fois, principalement, ils ont un système qui date du mandat britannique, de la colonisation britannique, qui date d'avant 1947. Donc les Britanniques administraient la Palestine entre 1923 et 1947. Ils pratiquaient déjà l'incarcération arbitraire. Donc ce que l'État colonial sioniste a conservé, donc ils ont ce qu'ils appellent la détention administrative, où là c'est des arrestations sans charge. Donc les Palestiniens et Palestiniennes sont incarcérés. Sous le régime de la détention administrative, ils peuvent être incarcérés à partir de l'âge de 12 ans dans les prisons israéliennes. Et à ce moment-là, ça veut dire que vous ne savez pas pourquoi vous êtes arrêté, vous n'avez pas accès à votre dossier. C'est basé sur ce qu'ils appellent des preuves secrètes. Donc il n'y a pas accès. Il y a des interrogatoires avec des tortures, des pressions, des menaces de représailles sur la famille, y compris sur les enfants, pour soit dire qu'on est coupable de on ne sait pas quoi, soit dénoncer des personnes. Et du coup, la tentative, c'est d'essayer d'avoir un avocat. Et l'avocat, ils n'ont pas accès tout de suite. Il y a aussi la législation qui fait qu'ils peuvent retarder l'accès à un avocat pendant plusieurs semaines. Et quand l'avocat arrive à agir, en fait, il n'a pas accès au dossier non plus. Donc, toute la tentative, c'est d'essayer d'obtenir que cette détention administrative ne se prolonge pas, puisque les détentions administratives, elles peuvent durer 6 mois, et c'est renouvelable à l'infini, toujours sans charge. Et donc ça, c'est massivement en Cisjordanie. Donc ça veut dire que c'est lié au tribunal militaire. Donc c'est pas un tribunal avec des magistrats, c'est un tribunal avec des officiers. Et du coup, là, ça veut dire que vous ne savez pas, enfin vous savez quand vous rentrez en prison, vous ne savez pas quand vous en sortez.
et si vous en sortez. Parce qu'à la fois derrière, il peut y avoir du coup des charges qui se montent contre vous. Et du coup, à ce moment-là, il peut aussi y avoir effectivement, il y a des moments où il y a des procès qui sont à 99% perdus par les Palestiniens et Palestiniennes, et où là, ils risquent des temps de détention extrêmement longs, quelle que soit la charge. Par exemple, si les mineurs, les enfants, quand ils sont arrêtés, c'est souvent parce qu'on les accuse d'avoir jeté un caillou sur un char ou sur une bagnole militaire. Et là, ils encourent jusqu'à 10 ans de prison. Les Palestiniens qui se sont engagés, eux, dans des résistances plus actives, ils peuvent avoir 20 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans, voire plusieurs perpétuités. Donc il y a des détenus là actuellement qui sont en prison depuis plus de 20 ans, même comme 30 ans. Sadat, plus de 20 ans, comme Marwan Barghouti par exemple. Il y en a beaucoup d'entre eux qui sont encore en prison, qui sont des figures assez importantes de la résistance palestinienne. Et eux, ils ont par exemple 2-3 perpétuités, plus 40 ans. Donc c'est des modes aussi de législation qui font que, en fait, ils font pas, jusqu'à présent, parce que ça vient de changer aussi, ils font pas un truc où ils disent prison à vie. Ils disent perpétuité, plus. Et en fait, si un détenu décède en prison, alors qu'il n'a pas fait toute sa peine, l'État colonial garde le corps jusqu'à ce qu'il ait fait son temps. Donc c'est aussi une manière de faire pression sur l'ensemble de la résistance, sur les familles, sur l'ensemble de la société, que de garder les corps. Quand on sait l'importance que ça a pour tout le monde de pouvoir honorer ses morts, ça, il le prive aussi. Je ne sais pas si j'ai répondu à toute la question. En gros. Si, carrément. Mais du coup, là, en fait, ça veut dire que en fait, tous ces prisonniers, c'est des prisonniers politiques. Enfin, qu'ils sont pour des raisons politiques, au final, c'est ça ? Ouais. Mais Israël, j'imagine, ils appellent pas ça comme ça. Enfin, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est des terroristes prisonniers de sécurité. Ouais, prisonniers de sécurité. Prisonniers de sécurité. Ouais. Ok. Et je crois que vous aviez des chiffres sur ça concerne combien de personnes ces enfermements ? Là, en ce moment, combien sont enfermés ? Ouais. C'est 30 000, je crois, si je me trompe pas. J'ai pas le chiffre en tête. C'est tout ce que... Et il y a combien de, enfin sur. Non, c'est pas ça. Ah. Bon, c'est pas grave, c'était pour avoir un ordre d'idée, mais si vous l'avez tout à l'heure. On est autour de 10 000, je crois. Ouais, 10 000. Ok. Ouais, 9 600, comme ça. Mais spécifiquement sur Gaza, on peut pas savoir non plus. Non, on sait pas. Ça, c'est des chiffres, effectivement, les chiffres qu'on a qui sont diffusés par les ONG sur la base aussi de ce que peuvent témoigner les familles et les ONG palestiniennes, notamment Adamer, qui fait un énorme travail sur cette question-là. Du coup, c'est ce qu'on sait du nombre de détenus incarcérés dans les prisons coloniales, mais qui rassemblent en fait les Palestiniens de Jérusalem, les Palestiniens de Cisjordanie, mais ceux de Gaza, en fait, eux, ils sont pas sous le même statut, et eux, en plus, ils se sont pris de plein fouet, du coup, depuis 2 ans et demi, 3 ans, je sais plus, j'arrive plus à compter, le génocide pleine balle, quoi. Et là, il y a eu des arrestations massives, hein. On connaît les images de ces files d'hommes et de femmes qui sont arrêtés et qui sont les yeux bandés, attachés, déshabillés, qui sont torturés sur l'ensemble des étapes, jusqu'à l'incarcération. Et eux, ils sont incarcérés non pas dans des prisons, mais dans c'est des camps de torture, hein, qui sont documentés suffisamment comme ça. C'est trop long. Non, c'était juste pour faire compléter. C'était pour parler de justement de c'est les personnes de Gaza qui sont enfermées et qui sont par l'État sioniste, ils vont être sous la juridiction ils vont être nommés combattants illégaux, que c'est quelque chose qui a été inventé aux États-Unis. Et en gros, l'idée c'était de les sortir de la Convention de Genève. Du coup, ils sont plus protégés par la Convention de Genève.
Et l'idée, c'était de viser les personnes qui luttaient de façon armée. Et dans les faits, ça vise tout le monde. Ça vise les hommes, les femmes, les médecins, les profs, tout ça. Et voilà, et du coup, déjà, la Convention de Genève, elle est censée protéger le droit des prisonniers. Bon, dans les faits, c'est pas forcément toujours le cas. Mais en plus, là, ils sont sortis de ça. Du coup, là, c'est un peu la porte ouverte à tous les mauvais traitements. Ils sont enfermés dans des camps depuis octobre 2023. On ne sait pas où sont ces camps, on ne sait pas qui est où. Du coup, évidemment, pas accès aux familles, pas accès aux dossiers, pas accès aux avocats. Du coup, c'est ça un peu la réalité de l'enfermement sioniste, quoi. Et pour revenir sur du coup, l'autre appellation des prisonniers de sécurité, du coup, qui sont les prisonniers politiques qui viennent plutôt de Cisjordanie et de Jérusalem. Pareil, ils sont prisonniers de sécurité, mais dans les faits, ça va permettre à l'État sioniste de restreindre leurs droits. Notamment, ils ont très peu de visites. C'est plutôt que la famille au premier degré qui peut venir les visiter, du coup pas les proches, pas les amis. Les visites, c'est avec une vitre et un téléphone. Enfin voilà, c'est assez contraignant. Ils n'ont évidemment pas de permis de sortie. Et puis il y a tous les mauvais traitements. S'il y en a qui se rebellent, ça va plutôt être des punitions évidemment individuelles, mais aussi collectives. On va punir tout le quartier de la prison. Ouais, voilà, tout le quartier de la prison, parce qu'il y en a un qui a essayé de se rebeller contre les mauvais traitements. Voilà. Et c'est ça qu'on appelle prisonnier de sécurité. Que les colons appellent prisonnier de sécurité. Oui, pardon. Ouais, la notion de prisonnier politique, en vrai, elle est défendue depuis finalement dans toute l'histoire de la résistance palestinienne. C'est-à-dire que c'est à partir du moment où ils défendent aussi la question d'une identité nationale palestinienne, contraints par les différentes colonisations. Ils ont aussi dû construire aussi cette notion-là pour organiser la résistance, pour faire valoir le fait que leur société existait depuis longtemps, avec sa culture, ses savoirs, ses modes de vie. Et donc la question d'être prisonnier politique, du point de vue de l'histoire palestinienne, c'est hyper important comme notion, parce que c'est enchevêtré dans la question coloniale. Toutes les politiques coloniales ont massivement enfermé les colonisés. Et c'était pas pour des raisons de droit commun, d'une infraction, c'était pour des raisons politiques d'accaparement de la terre. Donc en Palestine, ils sont au cœur de cette configuration-là. Mais j'ai même, c'est un peu hors sujet, mais j'ai l'impression que même c'est une propagande qui est beaucoup dans les médias. On a l'impression que, par exemple, les gens qui sont tués à Gaza, il y a une sorte par exemple, j'ai l'impression que tous les hommes adultes, on ne les considère pas comme des civils, mais comme des potentiels combattants, terroristes, etc. Et du coup, ils ne sont même pas décomptés comme des morts. Enfin, du coup, ça me fait penser au truc là des prisonniers de sécurité et de je sais plus ce que tu t'es... Les combattants illégaux. Combattants illégaux, ouais. Comme en fait, toute une partie de la population est direct considérée comme combattant illégal, peu importe ce qu'elle fait, quoi. Ouais, comme terroristes, et même les enfants sont considérés comme futurs terroristes. Enfin, ils n'ont plus le droit d'être des enfants, ça va être vraiment... des terroristes en puissance, et ouais, tout ça, ça légitime, et on légitime aussi dans nos médias ici en France, ça légitime la torture qu'on leur fait subir et les arrestations arbitraires. Ouais, c'est une espèce de déshumanisation des peuples, des personnes colonisées en fait, pour justifier la colonisation. Il y a eu une campagne à un moment donné, c'était nous ne sommes pas que des chiffres, c'était un peu ça. Ouais, on ne nomme même plus les gens. Bah, oui, c'est un peu ce que tu disais peut-être dans l'introduction, que la colonisation elle repose aussi sur du racisme. Enfin, le racisme permet de justifier ça, quoi. Et je sais pas si vous aviez d'autres choses à dire sur ce sujet-là, mais il y a aussi la question tous ces enfermements, ça coûte de l'argent quand même. Et du coup, sur quel modèle économique ça repose? Et puis, du coup, qu'est-ce que ça coûte aussi à la Palestine, aux Palestiniens? Ouais, alors là, il y a eu... c'est une histoire longue, hein.
l'histoire de la colonisation et l'histoire de l'enfermement des Palestiniens et des Palestiniennes, c'est une histoire sur du long terme. C'est vrai que pour nous, c'est hyper important de dire que ça ne commence pas au 7 octobre 2023. C'est quand même... ça commence même avant la création d'Israël sous le mandat britannique. Hein. Donc... finalement, au départ, en fait, il y a une question de comment les partis politiques se créent les uns après les autres pour organiser une représentativité aussi de ce qu'est la Palestine. Et en fait, eux, ils naissent à la fin des années 50 et le long des années 60. Donc, finalement, l'emprisonnement massif de la part de l'État colonial, il arrive aussi dans ces moments-là où la résistance, elle prend plusieurs formes. Donc il y a la résistance armée, il y a aussi le terrain international qui est pris aussi comme terrain de revendication. Et donc à ce moment-là, les Palestiniens et Palestiniennes, ils sont emprisonnés en Palestine. Donc c'est administré par l'armée coloniale et par l'administration pénitentiaire coloniale, mais c'est en Palestine. Les groupes politiques vont soutenir en fait les prisonniers. Ils vont accéder à l'intérieur des prisons, ils vont continuer à se mobiliser, à apprendre, à s'instruire. Il y a eu il y a des gens qui ont passé des diplômes universitaires aussi à l'intérieur des prisons, soutenus par leur famille et par l'organisation politique palestinienne pour pouvoir le faire. Et ils se sont formés comme ça, les uns les autres, à la question de l'organisation de la libération de la Palestine, d'une part, mais aussi à la connaissance des autres luttes de libération ailleurs. Ils ont fait passer des bouquins, des émissions de radio en douce, hein, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment résisté aussi à partir de leur manière de s'informer et de se former à l'intérieur des prisons. Et ça, c'était à l'époque, à la fin des années 60, jusque dans les années 80. Donc ils ont aussi organisé leur résistance à l'intérieur des prisons en se formant les uns les autres. Et puis donc on en parlera après, mais sur les grèves de la faim, les choses comme ça, ils se sont aussi organisés beaucoup comme ça. Et dans les années 2000, ça change. Les années 2000, c'est l'après-Oslo, donc les accords d'Oslo, c'est fin des années 90, et ça va engendrer aussi toute une conséquence assez délétère pour la résistance palestinienne, parce qu'il y a une forme au fur et à mesure des années de pacte de collaboration entre l'autorité palestinienne et finalement l'administration coloniale, pour essayer de faire en sorte, en tout cas l'autorité palestinienne pensait sans doute défendre une possibilité d'un droit palestinien et d'un État palestinien à ce moment-là, sauf que les conséquences des accords d'Oslo, ça veut dire aussi que les détenus vont se retrouver emprisonnés à l'intérieur des prisons israéliennes. Donc là, c'est aussi une affaire de coût. C'est-à-dire que c'est moins coûteux pour l'État colonial d'emprisonner à l'intérieur de ses frontières que de faire tout un tas de trucs en Palestine. Ils vont aussi diminuer leurs propres salariés. Hein. Du coup, c'est l'économie de coût. C'est sur le nombre de personnes salariées de l'administration pénitentiaire, sur le fait que les détenus ils sont à l'intérieur des frontières d'Israël. Donc ça empêche aussi beaucoup les familles de venir les voir. Et c'est comme ce qui est connu en France, c'est-à-dire pour cantiner, c'est aux frais des familles et des détenus. Et il y a de moins en moins de possibilités d'accès à des produits de première nécessité qui sont de plus en plus chers, et sans l'aide des familles et sans l'aide de l'autorité palestinienne, pour le coup, ce serait très compliqué pour les détenus d'accéder à ces produits-là. Et puis il y a un système d'amende dans les prisons coloniales. Quand vous faites une infraction au règlement, vous avez une punition, c'est-à-dire vous avez une amende. Donc là, il faut aussi payer. Donc ça coûte. Ouais. Et je pense que en vrai, surtout les détenus qui nous écoutent savent à quel point aussi ça peut être arbitraire de quand t'es juste entouré de matons, on peut te mettre une amende pour tout et n'importe quoi. Et enfin oui, voilà quoi.
Du coup, on arrive un peu sur la fin. On a parlé là d'une grande partie de l'histoire de cette colonisation, mais du coup, depuis octobre 2023, il y a eu une accélération de la répression, et même en génocide, etc. Qu'est-ce que ça a changé de manière générale pour les Palestiniens de Gaza, mais aussi en Cisjordanie ? Comme tu dis, il y a une accélération, une intensification des assassinats en fait sur Gaza. Il y a eu il y a le focus sur Gaza et en parallèle, moi je parle pas assez devant le micro, mais du coup le focus sur Gaza permet à l'État colon de mettre davantage de pression en Cisjordanie. Ouais. Parce que ce qui se passe en Cisjordanie, c'est ce qu'ils avaient commencé à faire à Gaza depuis plusieurs années déjà, quoi. Et c'est malheureusement ce qui n'est pas évoqué dans les médias mainstream. Bon, quasiment tous les médias en vrai. C'est-à-dire qu'ils ont augmenté du coup les arrestations. Donc les Palestiniens de Cisjordanie, il y a une augmentation de leurs arrestations, il y a les camps de réfugiés qui ont été vidés, donc il y a des déplacements de population de nouveau qui continuent. Les villages, alors il faut savoir qu'on pourra en parler une prochaine fois aussi, il faudrait une prochaine émission pour expliquer comment les villages peuvent être bouclés en fait par l'armée coloniale. Ils ferment les entrées et du coup les Palestiniens et Palestiniennes ne peuvent pas sortir de leur propre village puisque tous leurs déplacements sont conditionnés par l'armée en fonction de là où ils résident. Et du coup, là actuellement, il y a en plus, donc quand on dit colonisation, il y a la structure de l'armée qui fait la colonisation, mais il y a aussi du coup les colons. Et les colons, quand on parle des colonies qui ont accaparé la Palestine, c'est des villes, c'est pas des tentes. Donc c'est des immenses villes avec des colons qui sont majoritairement armés, qui ont aussi des systèmes de surveillance et qui du coup harcèlent, violentent les Palestiniens et Palestiniennes qui vivent à proximité des colonies. Et donc ils essayent aussi de chasser les Palestiniens et Palestiniennes. Donc ça fait aussi beaucoup de batailles et de déplacements aussi des populations. Je peux ajouter deux petites choses ? Ah pardon, je t'ai pas vu. Non, je t'en prie. Non, moi je voulais du coup revenir sur depuis octobre 2023 ce qui se passe pour les détenus. Évidemment il y a eu une augmentation du nombre de prisonniers. Le truc c'est qu'on ne sait pas où ils sont parce qu'ils sont dans des camps de détention et on ne sait pas quel prisonnier est dans quel camp. Il y a aussi une augmentation de la torture qui est systématique. Il faut savoir qu'un détenu palestinien, il va avoir forcément il va être torturé à un moment donné. Il va y avoir des violences physiques, des violences sexuelles aussi. Ils font de la torture sonore à mettre des Palestiniens dans des pièces avec des musiques ultra fortes qui peuvent faire exploser les tympans. Enfin voilà, c'est vraiment ce genre de truc. Et tout ça participe au processus colonial, au processus du génocide qui s'accélère. Et c'est vraiment pour casser en fait la résistance, pour casser la société en fait palestinienne, quoi. Et après il y a tout ce qui est privation de nourriture, privation d'eau, de soins. Et tout ça forcément ça a des conséquences. Depuis octobre 2023 il y a environ 100 Palestiniens et Palestiniennes qui sont mortes dans les prisons. Et il y a aussi une augmentation de l'incarcération des enfants qui eux aussi subissent des mauvais traitements, quoi. Et il y a l'Assemblée du coup israélienne qui vient de voter la peine de mort pour les détenus qui seraient convaincus d'actes de terrorisme. Donc vous comprenez bien que du coup n'importe quel Palestinien arrêté qui aurait pour le coup un procès, ça voudrait dire un risque de condamnation à mort. Donc ça c'est aussi la logique coloniale, c'est-à-dire que quand on s'intéresse à la Palestine et quand on est palestinien, palestinienne, on sait que ce risque-là existe depuis longtemps, c'est-à-dire quand on dans les prisons, dans les camps, même dans les villages, le risque de mort il est constant, soit par l'armée, soit par les colons.
mais pour de vrai, quoi. C'est-à-dire qu'ils se lèvent le matin, ils ne savent pas si le soir ils seront en vie. Tellement les pressions sont intenses. Donc là, la question une assemblée qui vote pour l'institution de la peine de mort officiellement, ça ne fait que confirmer des pratiques qui existent déjà. Et cette logique-là, c'est une logique coloniale qui existe depuis longtemps. C'est-à-dire ils y vont, ils défoncent toutes les lignes, ils respectent aucune ligne internationale et ils l'entérinent par leur propre loi. Donc ça, c'est les étapes systématiques. Et donc, si on regarde aussi ce qu'ils sont en train de faire par ailleurs au Liban, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'ils prennent les terres, ils déplacent les populations, ils bombardent les hôpitaux et les écoles, sous couvert de... Ils détruisent des villages. Il y a des déplacements de population. Là, actuellement, au Liban, il y a je ne sais pas combien de personnes qui ont été déplacées depuis les bombardements. Ouais, c'est énorme. Il y a plus de 2500 morts, dont des enfants. Enfin, c'est la même chose, c'est le même scénario. Enfin, faut se rendre compte, quand on sait ce scénario-là, l'issue est connue. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre choix que de trouver un moyen de les arrêter d'une manière ou d'une autre. Et les populations, elles n'ont pas d'autre choix que de faire valoir leur existence. Et leur existence, c'est déjà résister. Et ce scénario, il est permis grâce à la non-action des pays occidentaux aussi. Ils agissent, mais ils agissent avec eux, quoi. Voilà. La collaboration. La collaboration. Ouais. Non, je voulais juste rajouter par rapport à ce que tu disais, Camille, et Lucie aussi. C'est tout l'impact que ça a sur la santé mentale des Palestiniens et Palestiniennes. Mais qui participe aussi, cette atteinte à la santé mentale participe aussi à une espèce de force qui les aide à toutes les formes de résistance, dès le plus jeune âge. Ouais. Et ben justement, peut-être on va passer à la partie sur les résistances. Donc on a reçu un vocal de Samidoun, mais peut-être vous voulez nous en dire quelques mots avant. Eh ben, on a demandé à Samidoun. Du coup, Samidoun, c'est un réseau international qui lutte pour le droit et la défense des prisonniers et prisonnières palestiniens et palestiniennes. Et du coup, ils sont aussi en France. Et du coup, on a peu parlé des résistances dans les prisons des Palestiniens et Palestiniennes parce qu'on voulait laisser Samidoun le faire. Et c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont nous parler un peu de comment dans les prisons il est possible de résister, comment les Palestiniens et Palestiniennes résistent. Et ils vont nous en parler là pendant une dizaine de minutes. Donc bonjour à toutes et à tous. En tant que Samidoun, nous on voulait parler un peu de la résistance des prisonniers et des prisonnières palestiniens et palestiniennes depuis l'intérieur des prisons coloniales. Donc l'emprisonnement, c'est, comme vous l'ont dit les camarades qui ont pris la parole avant nous, un outil qui est largement utilisé par l'occupant sioniste pour contraindre et isoler les résistants et tenter de briser leur volonté de continuer à se battre pour la libération. Il n'est pas surprenant que les Palestiniens considèrent ainsi la prison comme un autre théâtre de confrontation contre l'occupation. Et l'emprisonnement, ça devient en fait une étape qui est cruciale dans le parcours politique et organisationnel des révolutionnaires palestiniens et palestiniennes. La résistance palestinienne à l'occupation, à l'intérieur des prisons, elle prend de nombreuses formes, depuis l'organisation des groupes d'études et de formation politique, jusqu'à la résistance à la torture pendant les interrogatoires. Et ça passe aussi par la résistance culturelle, par la production littéraire, par les prisonniers et les prisonnières, et par des évasions ou des grèves de la faim. Et aujourd'hui, c'est sur ça qu'on aimerait se concentrer, c'est-à-dire sur les grèves de la faim, qui sont appelées en Palestine bataille de l'estomac vide. Et on voulait du coup mettre en avant plusieurs épisodes historiques et plusieurs figures importantes de ce moyen de lutte-là. Et parce qu'en fait, ces grèves de la faim, elles ont mobilisé l'ensemble des prisonniers et des prisonnières et en fait l'ensemble de la population palestinienne dans ces luttes acharnées-là. L'une des premières grèves de la faim collectives connues dans l'histoire du mouvement des prisonniers et des prisonnières a eu lieu en février 1969. Elle a été en fait favorisée par la constitution d'un noyau parmi les prisonniers du Fatah et du Front Populaire Libération de la Palestine, le FPLP, dans la prison de Al-Ramleh. Et en fait, elle était contre le travail forcé. Donc la grève de la faim de la prison de Kfar Yona, qui est une autre prison du coup que Al-Ramleh, a été lancée simultanément et a duré 8 jours. Et ça a abouti en fait à une victoire, notamment autour de la fourniture aux prisonniers
de matériel d'écriture et de papeterie, et la suppression de l'obligation de s'adresser aux gardiens sionistes en les appelant monsieur. Les grèves de la faim, elles ont continué à se développer comme un moyen de lutte des prisonniers et des prisonnières derrière les barreaux, et elles constituent en fait un outil majeur pour améliorer leurs conditions de vie les plus élémentaires. Donc on pense notamment à la première grève de la faim menée par des femmes palestiniennes emprisonnées à la prison de Nerve Tirza en 1970 pour réclamer l'accès à des produits d'hygiène ainsi qu'à des sorties à l'air libre. Et l'amélioration de ces conditions de vie à l'intérieur des cellules, en fait, ça a un impact direct sur la capacité du mouvement des prisonniers à poursuivre leur lutte contre l'occupation, même depuis la captivité. Et donc un exemple, c'est que l'une des grèves de la faim les plus importantes sur le plan historique, elle a eu lieu en 84 et elle a duré 13 jours. Elle a suscité une large solidarité de la part de la population palestinienne à l'extérieur des murs. Les prisonniers, en fait, ils ont obtenu, grâce à cette lutte-là, l'introduction des téléviseurs et des radios dans les cellules, ainsi que des couvertures et des pyjamas fournis par leur famille. Et ça a un impact en fait qui est pas négligeable sur la vie quotidienne, et ça a apporté aussi une stabilité dans la détention qui leur a permis de donner la priorité à l'éducation politique et de renforcer en fait leur militantisme depuis la prison. En 1992, en fait, au milieu de l'intifada des pierres, il y a 7000 prisonniers palestiniens qui ont entamé une grève de la faim dans plusieurs prisons. Cette grève-là, elle a conduit notamment à la fermeture du quartier d'isolement de la prison de Ramleh, qui est une prison sioniste. Et donc ça, c'est important parce que ça veut dire que la lutte, elle était centrée autour de l'isolement. Et l'isolement, c'est un outil qui est utilisé par les autorités pénitentiaires pour isoler en fait les leaders. Même en France, c'est utilisé pour réprimer les prisonniers et les prisonnières qui sont récalcitrants ou qui sont mal vus de l'administration. Et donc cet isolement, dans le cas de la Palestine, il vise aussi en fait à briser la volonté de résistance de ces prisonniers-là. Et c'est pas la seule grève de la faim qui concernait l'isolement, parce que le 27 septembre 2011, il y avait aussi une grève de la faim massive qui exigeait la fin de l'isolement de certains leaders palestiniens, et en particulier Ahmed Saadat, qui est toujours le secrétaire général du FPLP. Et donc cette grève de 2011, elle a été interrompue par une nouvelle, c'est celle d'un accord d'échange de prisonniers, qui avait été en fait obtenu par la résistance palestinienne à l'extérieur des murs, et qui prévoyait la libération de 1027 prisonniers palestiniens en échange de la libération d'un soldat d'occupation qui était capturé. Et donc c'est vraiment important de voir ces liens-là entre l'intérieur et l'extérieur de la prison, entre la résistance à l'intérieur des murs et la résistance à l'extérieur des murs. Et donc c'est aussi à partir des leçons tirées de cette mobilisation et de cette mobilisation-là qu'est né le réseau Samidoun en soutien en fait et pour fortifier la résistance et la lutte à l'intérieur des prisons coloniales. Les grèves de la faim, c'est aussi des tests cruciaux pour la capacité d'organisation et la force d'unité en fait des prisonniers politiques palestiniens en détention. Donc par exemple en 76, le 11 décembre 76, il y a une grève de la faim qui a été lancée à la prison d'Ashkelon contre les violences physiques infligées par les gardiens de prison, et en fait elle a fini par s'étendre à plusieurs prisons. Cette grève elle a duré environ 45 jours, ce qui est un chiffre vraiment conséquent pour une mobilisation de cette intensité. Et les prisonniers, ils s'étaient organisés de manière à ce que chaque cellule ait ses propres représentants qui s'exprimaient au nom de la cellule. Et en fait, un représentant général, il était élu pour parler au nom de chaque prison et pour parler au nom des prisonniers, peu importe leur faction. C'était vraiment un représentant qui était autant les prisonniers du FPLP, du Fatah, du djihad islamique ou du Hamas en fait. Les conditions des mobilisations carcérales, elles sont étroitement liées à celles de la lutte à l'extérieur. En 1996 a eu lieu un épisode important de la lutte des prisonniers palestiniens et des prisonnières palestiniennes, mais qui encore aujourd'hui est trop peu connu. Selon les accords d'Oslo, l'occupation sioniste devait libérer l'ensemble des femmes palestiniennes qu'elle détenait alors dans la prison d'Asharon. Cependant, à la dernière minute, les autorités sionistes ont refusé de libérer 4 d'entre elles. Les autres prisonnières qui devaient être libérées ont voté et ont déclaré qu'elles ne quitteraient pas la prison tant que toutes leurs camarades ne seraient pas libérées avec elles. Pendant plusieurs mois, les autorités pénitentiaires sionistes ont tenté de faire sortir de force les prisonnières de la prison, qui s'étaient barricadées dans 2 cellules. Le blocage a duré jusqu'en février 1997, date à laquelle les 34 prisonnières palestiniennes, sans exception, ont toutes été libérées. Passons maintenant à l'histoire plus récente. La décennie 2010 a été marquée par une augmentation significative du nombre de grèves de la faim individuelles, le plus souvent liées à la question de la détention administrative.
La figure la plus emblématique de ce mouvement était Khader Adnan. Boulanger originaire de Jenin et membre du mouvement du djihad islamique palestinien, Khader Adnan a mené 8 grèves de la faim, dont 4 ont été couronnées de succès et lui ont permis d'obtenir sa libération alors qu'il était incarcéré en détention administrative. La première victoire de Khader Adnan contre le régime sioniste a eu lieu en 2012 après une grève de la faim de 66 jours, au cours de laquelle il a perdu 30 kilos. Sa victoire a eu un retentissement dans toutes les prisons sionistes, déclenchant une vague de grèves de la faim individuelles. Le 17 avril 2012, alors que Khader Adnan était libéré des prisons de l'occupation, des milliers de prisonniers palestiniens ont entamé la grève collective de Karameh, la grève de la dignité, relayée par des manifestations de masse dans toute la Palestine, avec une série de revendications, notamment la libération des dirigeants du mouvement des prisonniers, incarcérés en isolement cellulaire. Après 28 jours de grève, les prisonniers ont arraché la victoire et obtenu leurs revendications. À chaque libération, Khader Adnan rendait visite aux familles des prisonniers, aux familles des prisonnières, à Araba et ailleurs, avant de rentrer chez lui. Avec sa femme Randa, elle-même militante acharnée de la cause des prisonniers palestiniens et des prisonnières palestiniennes, il et elle sont devenus des habitués des missions des prisonniers en grève de la faim et des mobilisations de solidarité avec les prisonniers. Khader Adnan est ainsi devenu un symbole palestinien de victoire et de détermination. Au cours des années suivantes et de ses différentes incarcérations, il a continué à mener des grèves de la faim pour arracher sa libération, notamment en 2015, en 2018 et en 2021. Le 5 avril 2023, il a de nouveau été arrêté par les forces d'occupation, accusé d'appartenance à une organisation illégale, le mouvement du djihad islamique palestinien, et d'incitation pour ses discours à travers la Cisjordanie sur les prisonniers, les martyrs et la résistance armée. Une fois de plus, il a entamé une grève de la faim. Cette fois-ci, il était clair que l'occupation était déterminée à éliminer ce symbole de la résistance des prisonniers, du sacrifice et de l'engagement des Palestiniens et des Palestiniennes, ainsi que de l'amour pour son peuple et de sa terre. Sa grève a duré 87 jours. Lorsqu'il s'est effondré le 2 mai 2023, entouré de caméras de surveillance dans sa cellule de la prison clinique de Ramleh, les gardiens ont attendu plus de 30 minutes avant d'entrer dans la pièce, retardant l'application des soins. C'est ce jour-là que Khader Adnan, combattant du mouvement des prisonniers, s'est élevé en martyr après avoir refusé de s'alimenter pendant 87 jours. Aujourd'hui, son corps reste détenu par l'occupation comme des centaines de corps d'autres Palestiniens retenus dans les morgues ou les cimetières des nombres. Son esprit continue de vivre dans la résistance des prisonniers palestiniens malgré les formes les plus sévères de torture et d'abus qui ont lieu actuellement dans les prisons sionistes. Nous aimerions conclure cette partie par une citation d'Ahlam Tamimi, journaliste palestinienne et prisonnière libérée, et partager son invitation à étudier le mouvement des prisonniers et des prisonnières palestiniennes afin d'en renforcer notre compréhension et de les considérer non pas comme des victimes individuelles sans défense, mais comme des résistants et des résistantes luttant pour la libération collective, dont les voix devraient guider notre propre solidarité dans les centres impérialistes où nous vivons. L'histoire du mouvement des prisonniers palestiniens et des prisonnières palestiniennes est marquée par une longue série de sacrifices et d'évolutions qui reflètent la résilience du peuple palestinien et sa détermination à obtenir la libération et qui constituent un élément central pour comprendre le développement de la lutte nationale palestinienne. Malgré les tentatives de répression et d'exclusion exercées par le geôlier, les prisonniers et les prisonnières ont réussi à ancrer leur présence dans la conscience collective nationale. À partir de là, il est indispensable d'étudier ce mouvement afin de saisir l'un des piliers les plus importants de la lutte palestinienne moderne et de maintenir la cause des prisonniers et des prisonnières comme une priorité au niveau palestinien et international. Eh ben, merci beaucoup, on est de retour. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusque-là. Et puis merci à Samidoun. On arrive à la fin. Donc pour conclure, peut-être vous voulez... non, déjà, on vous annonce qu'on va faire une deuxième émission. On ne sait pas encore quand. Est-ce que vous voulez nous dire un peu de quoi ça va parler ? Ça va parler de toile carcérale, d'impact de l'incarcération sur les familles, de vie quotidienne palestinienne à partir de ce qu'est aussi le poids du risque d'une détention à n'importe quel moment. Ok. Et donc, en attendant, on peut vous retrouver où ? On peut nous retrouver sur Instagram. À Horizon Palestine. Et puis sinon, je ne sais pas, dans les manifs. C'est ça. Ouais. Ok. Je veux juste rajouter un tout petit truc.
par rapport à ce qu'on évoquait juste que effectivement la détention elle vise majoritairement les hommes palestiniens. Cette attaque-là, elle est calculée, hein. Mais les femmes sont aussi incarcérées. Et il y a actuellement une campagne de soutien aux prisonnières palestiniennes, puisqu'elles sont incarcérées dans une prison qui s'appelle Damon. Et il y a une campagne qui s'appelle Dismantle Damon pour soutenir les prisonnières palestiniennes. Ok, merci. Et donc on mettra toutes les ressources que vous avez utilisées dans les descriptions normalement des plateformes où vous êtes en train d'écouter. Ah oui, si pour préciser, je vais dire qu'on est en train d'enregistrer le 19 avril et que ça va être publié quelques jours plus tard si jamais, je sais pas, il y a des grosses actualités et qu'on n'en parle pas, c'est qu'on n'est pas encore au courant. Ouais, c'est du faux direct. Du faux direct. Et voilà. Si on voulait finir aussi peut-être par une intervention de Salah Hamouri. Donc qui est Salah Hamouri. Salah Hamouri, c'est un avocat palestino-français qui est né à Jérusalem, qui avait donc en 1985, qui avait donc une carte de résident. Je fais rapidement, mais très très rapidement son histoire, parce que qui est décrite dans son livre Prisonnier de Jérusalem, qui est sorti aux éditions Libertalia en août 2023. Je vous invite à l'acheter. En gros, Salah Hamouri, à 15 ans, c'était 4 mois après le début de la deuxième intifada. Il est blessé par balle. Il est ensuite arrêté pour la première fois à l'âge de 16 ans pour s'être opposé à l'occupation, parce qu'il faisait partie d'un syndicat. Comme le disait Lucie, les syndicats qui sont interdits par la loi coloniale. Donc à 16 ans, il est même isolé pendant 60 jours. Ensuite, il est incarcéré entre 2005 et 2011. Et c'est après 2011 qu'il devient avocat, notamment auprès de l'ONG Adamer, qui soutient et défend les prisonniers politiques palestiniennes. Ensuite, en 2017, il est placé en détention administrative pour 13 mois. En 2022, il est à nouveau emprisonné. Et c'est en 2018... Non, c'est en 2022, pardon, en vertu de la loi de 2018 sur le défaut d'allégeance à l'entité sioniste, à Israël. Il lui retire sa carte de résident. Et il le déporte ensuite en France. Voilà, en 2022, en décembre 2022. Il y a un petit détail aussi que je voulais rajouter, c'est qu'en janvier 2016, sa femme, qui s'appelle Elsa Lefort, qui était employée au consulat de France à Jérusalem, elle a été frappée d'une interdiction d'entrer sur le territoire dit israélien pour des raisons de sécurité. Elle était enceinte de 6 mois et elle s'est retrouvée contrainte d'accoucher en France. Et ça rendait impossible toute obtention pour l'enfant du statut de résident de Jérusalem. Et du coup, il ne pourra plus se rendre un jour sur sa terre. C'est ça le truc. Ni sur celle de son père et de ses ancêtres. Ouais. Voilà. Donc là, on va écouter un petit extrait de Salah Hamouri quand il rentre en décembre 2022, quand il est déporté en France. Ok. Merci beaucoup. Au revoir à tout le monde. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Ciao. Aujourd'hui, une fois arraché de ma patrie brutalement avec cette force occupante, cette force qui continue ce nettoyage ethnique depuis 1948 jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis plus convaincu que si cette machine de destruction qui s'appelle Israël recule seulement devant un projet de résistance palestinien. Aujourd'hui, pour moi, la Palestine, c'est une cause et c'est pas la géographie. J'ai changé d'endroit, mais le combat il continue. Avec vous, avec mon peuple, on continue ce combat jusqu'à la libération, l'indépendance et surtout le retour. Et pour ça, je veux lutter. Je veux continuer le combat. Parce que pour moi, c'est mon droit de vivre à Jérusalem, de vivre dans ma patrie. C'est le droit de ma famille d'être là-bas. C'est pas parce que c'est l'État d'Israël qui l'a expulsé, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas retourner.
Les Israéliens ne sont pas plus forts que les Américains, et nous, on n'est pas plus faibles que les Vietnamiens. On continuera le combat jusqu'à le bout. Ça, c'est le message. Parce que, comme je l'ai dit, Israël comprend un seul mot, et comprend une seule façon d'exister pour les Palestiniens, c'est de résister. Tant qu'on résiste, ça veut dire on existe. Au moment où on ne résiste pas, on n'existe pas.